je suis architecte de solutions chez AWS dans l'équipe Startup, comme Francis qui a présenté précédemment. Et donc au quotidien, j'interagis avec des CTO de startup, des VP Engineering, comme Gilles, sur des sujets techniques. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Gilles Valbrou, donc CTO de Datadome. Je te laisse te présenter. Donc voilà, je suis Gilles Valbrou, CTO de Datadome. Donc on est une boîte de cybersécurité. On a été créé en 2015, donc on commence à être un peu ancien maintenant. On a quelques années. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui comment construire son SaaS à l'échelle avec AWS. On va faire un petit feedback, un retour d'expérience sur la partie scalabilité chez nous, avec un petit zoom technique. On va voir un peu le plan tout à l'heure. Moi, ça fait aujourd'hui 4 ans que je suis chez Datadome. Je suis arrivé en Head of Engineering quand j'étais le 5e de l'équipe technique, donc j'étais vraiment contributeur individuel avec l'équipe. Et aujourd'hui, on est une équipe de 60 personnes à la tech. Voilà, donc avec des équipes d'infra jusqu'à des équipes data scientists, passant par le produit, voilà, la partie pure web. Voilà. Super, merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Datadome? Tout à fait. Je ne sais pas si on peut passer les... On va avancer un peu sur les slides. Voilà. Donc Datadome aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, une R&D assez forte, donc un peu plus de 60 personnes. On est 130, un peu plus de 130 au total. On a 300 clients. On a commencé donc dans des bureaux purement parisiens. Merci. À Paris, donc on s'est déployé ensuite à New York et à Singapour. Donc on a choisi une croissance géographique aussi. Donc aujourd'hui, on fait à peu près la moitié de notre chiffre aux US et la moitié du reste, donc entre l'Europe et puis l'Asie. Au niveau de challenge technique, donc on absorbe aujourd'hui plus de 8 milliards de requêtes HTTP par jour sur la stack. Et on détecte donc un pattern de bad bot à peu près toutes les millisecondes, pour donner un ordre d'idée des volumétries qu'on traite chaque jour. Tiens, je te passe de sa bête. Donc voilà, notre mission aujourd'hui, c'est de libérer le web du trafic frauduleux. Vaste mission. Il y a du boulot en termes de cybersécurité sur le sujet aujourd'hui. Donc on est vraiment sur la partie pure web. On s'occupe pas des stacks, enfin des layers en dessous. Et aujourd'hui, donc, on sécurise l'ensemble des logos que vous voyez ici à l'écran. Donc en Europe, on a notamment Adevinta, donc le Bon Coin, Blablacar. En Amérique du Nord, on a le Times, New York Times. Brandly aussi, AngelList. On a de très beaux logos. En Asie aussi, Rakuten. Donc on a commencé en Europe avec le e-commerce et on a répliqué après la même histoire, on va dire, en Amérique du Nord, en ouvrant les bureaux là-bas et en démarrant le business là-bas. Donc en signant des gros logos et après, une fois qu'on a des gros logos, voilà, le business arrive, je dirais, de façon assez naturelle. Voilà où on en est aujourd'hui. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'abord sur quelles sont ces menaces auxquelles vous faites face? Et après, on ira plus discuter sur les challenges techniques et pourquoi AWS. Tout à fait. Donc je vais parler un petit peu du métier, de ce qu'on fait day to day au niveau business chez Datadome, pour après zoomer sur les challenges techniques, vous expliquer un peu les problématiques de scaling qu'on a eues, et après zoomer un peu plus sur AWS. Donc au niveau état des menaces, déjà qu'est-ce que c'est qu'il y a un bot, ce qu'on appelle les bots? C'est un programme automatique, donc ça peut être un script shell, tout bêtement, hein. Ça peut être utilisé donc pour des fins positives, on va dire, pour les sites de nos clients, donc notamment tout ce qui est moteur d'indexation, type Googlebot ou Bingbot. Et c'est fondamental pour les sites web aujourd'hui. Mais aussi pour des choses un peu moins positives. Donc par exemple pour générer des grosses attaques DDoS, générer du spam, ou aujourd'hui deux types de menaces qui sont quand même assez médiatisées, le scalping, dont on parlera tout à l'heure, et puis le vol de comptes utilisateurs. Voilà, pour recadrer un petit peu le business. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que 50% du trafic web mondial est automatisé et 30% du trafic mondial est lié à des bad bots. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un site web moderne, en gros, il y a un tiers de son trafic qui est inutile et en plus néfaste. Voilà. Donc notre mission chez Datadome, c'est d'enlever ce trafic le plus tôt possible dans la chaîne de traitement des requêtes HTTP pour que ça ne charge pas en fait, la stack des clients
et que ça évite toutes les fuites de données ou de comptes utilisateurs qui sont de la très mauvaise presse pour les clients aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on observe aussi, c'est aujourd'hui on parle beaucoup de sites web quand on voit dans les médias qu'un site web a eu des problèmes de réservation ou de scalping, etc. Mais en fait, ça ne concerne pas que les sites web. On sécurise aussi donc la partie API web et mobile app. On oublie souvent dans la partie sécurité, quand on parle de sécurité des sites web, ces deux endpoints là, mais qui sont du pain béni pour les créateurs de bots. Souvent, c'est du contenu qui est facilement parsable et qui est moins sécurisé que le site web en lui-même. Et du coup, on s'occupe aussi donc de renforcer la sécurité sur les apps mobiles, avec un SDK chez nous, et sur la partie web API. Voilà, surface d'attaque, elle n'est pas que sur le site web, il y a aussi d'autres endpoints qui sont tout aussi vulnérables et, encore une fois, bien ciblés par les créateurs de bots. Un petit exemple d'un site web qui est un de nos clients, qui est un site web qui vend des sneakers, donc des paires de chaussures. Et c'est un des use cases les plus agressifs qu'on connaît aujourd'hui sur le marché. Donc ça vous donne une idée du business qu'il y a derrière en fait, au niveau des scalper bots, d'aller chercher des limited edition de sneakers pour aller les revendre après sur un marché parallèle. Donc on voit deux choses, en fait il y a une partie scrapping, donc en fait ils monitorent les prix, ils monitorent les ventes sur les sites, et ça fait régulièrement tomber ces sites-là en fait, voire ça les ralentit. Donc mauvaise expérience utilisateur après derrière. Il y a donc les sneaker bots eux-mêmes qui vont aller dérober les limited edition et se rusher dessus, donc ça j'imagine que vous connaissez bien pour tout ce qui est tickets de spectacle et PS5 et sneakerbot. Voilà, donc c'est des automates spécialisés qui vont surveiller ces limited edition, les acheter et les revendre après 2-3 fois le prix. Donc mauvaise expérience pour l'utilisateur final qui voulait acheter sa limited edition et en quelques secondes il n'y a plus rien, il n'y a plus de stock. Et après donc paiement de fraude, voilà, ces automates aussi vont bourriner les segments de paiement. Souvent, c'est des third parties qui sont utilisées ici, donc avec du pricing par transaction. Et souvent, c'est un pain point pour les clients parce que du coup, ils voient leur coût de paiement augmenter significativement. Ça peut être vrai aussi pour tout ce qui est moteur d'indexation ou tout ce qui est third party installé sur un site web qui price à la requête. Dès qu'il y a des bots, ils augmentent le volume de requêtes et du coup, c'est un coût pour le client. OK ? Donc ça veut dire qu'il y a des vrais business qui tournent rien qu'en faisant lancer des requêtes, en bourrinant sur des sites web pour ensuite revendre les données ou les produits. Tout à fait. Il y a tout un écosystème en fait dont on pourra parler un petit peu plus tard qui se développe autour de ça, et notamment des gens qui font du bot as a service. Ça existe aussi, ils font du SaaS bot. Donc vous trouvez des services de bots qui permettent d'acheter des sneakers par exemple sur tous les sites du marché. Et donc c'est un business, c'est vraiment un business à part entière. Donc il y a un business de passage des captcha, il y a un business de vente d'IP, il y a un business de bot as a service. C'est comment le business de passage de captcha ? Comment ça c'est Comment ils font ? Ah, comment ils font ? Ils ont des services, des fois des humains qui sont payés pour passer les captcha et puis pour revendre après les tokens de passage de captcha. Et des fois c'est du brute force, des failles de sécurité qui sont les systèmes de captcha qui sont utilisés. Il peut y avoir des systèmes de ML, il peut y avoir des failles de sécurité, voilà, tout simplement. Intéressant. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, juste pour continuer à zoomer un peu sur la partie business, fraude, et après je passerai sur les challenges un peu plus techniques, low level, c'est que les attaques, nous on les a vues évoluer dans le temps, en fait, elles sont de plus en plus distribuées aujourd'hui. Il y a 10 ans, on voyait ce que je vais qualifier de plutôt script kiddies, qui avait du curl sur un serveur statique, et qui tapait fort sur un site. Aujourd'hui, c'est assez facile de faire un bot qui va utiliser plein d'IP, voire des millions, et qui va utiliser une IP pour faire une ou deux requêtes. Ce qui est très compliqué aujourd'hui à détecter avec des WAF par exemple, ou du firewall classique. Et donc du coup, voilà, notamment pour les attempts de login, pour le brute force de login, on voit souvent ça. Donc nous on le voit, on voit des attaques en fait, qui sont mondiales. Quand on regarde la localisation des IP, elle est distribuée mondialement. Et on voit les IP qui sont utilisés de façon très très courte aujourd'hui. Donc on peut plus se baser juste sur une réputation d'IP pour faire du blocage de bots aujourd'hui, ça c'est clair. Ce qu'on voit aussi, donc après c'est facile entre guillemets quand on connaît quand on a une base d'IP avec des réputations de bloquer les bots. Les bots se sont adaptés, donc du coup ils utilisent des IP résidentiels, donc ce qu'on va qualifier d'IP plutôt clean, donc des IP Orange, Free en France.
Et donc là, c'est Luminati qui s'appelle maintenant Bright Data. Donc c'est une solution qui vend des millions d'IP. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui comment ils font, mais ils le font très bien. Et donc ils vendent des IP différentes géos, donc aux US, en France, etc., avec une bonne réputation, puisque c'est des IP de vrais gens chez eux. Et les bots peuvent les utiliser, et du coup, bypasser tous les systèmes de blacklisting d'IP. Donc en gros, aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème des bots, on a vu quelque chose qui s'est passé ces dernières années aussi, qui est une convergence des moteurs de navigateurs, donc Chrome, pour pas se mentir. Les bots utilisent maintenant aujourd'hui tous Headless Chrome. Donc pour fingerprinter un navigateur bot d'un navigateur humain, c'est le même aujourd'hui concrètement. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Il y a aussi les bots qui utilisent maintenant des systèmes de mobile farm, donc vraiment ils ont des fermes de devices mobiles. Ils utilisent des clusters de clés 4G, 5G, oui ça existe, c'est un gros cluster branché en USB avec plein de clés 5G sur lesquelles ils itèrent, donc pour avoir des IP mobiles. Et ils utilisent massivement maintenant des IP résidentiels, donc des IP plutôt clean. Et comme le disait Mario tout à l'heure, en fait, ils sont de plus en plus spécialisés. C'est vraiment un business. On l'a vu aussi, ça nous a surpris beaucoup aujourd'hui, historiquement sur les sneaker bots, de voir des bots qui dépensaient des dizaines de milliers d'euros pour faire une attaque, pour aller choper des limited edition. Donc on voit que ces gens-là le font parce que c'est rentable, mais on voit aussi en face de nous des gens qui ont de plus en plus de moyens pour faire des attaques massivement distribuées. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les challenges techniques que Datadom met en œuvre pour répondre à ça? Tout à fait. Alors, moi, c'est là que je commence à avoir des étoiles dans les yeux, c'est ce qui me plaît beaucoup. Donc, je pourrais vous parler longtemps des CAPTCHA, que tout le monde adore. Donc, évidemment, si vous voulez sécuriser aujourd'hui un site web et les protéger des bots, vous mettez des CAPTCHA partout et vous avez résolu le problème, ou pas. Donc les CAPTCHA, c'est une user experience qui n'est pas tip-top, on va pas se mentir. Cliquer sur des bouches incendies, des passages piétons, c'est pas le futur. Et c'est pas ce que je qualifierais d'une user experience qui est géniale. C'est ce qu'on voit aujourd'hui majoritairement sur beaucoup de segments de login. Quand vous voulez vous loguer sur un site, pour éviter le credential stuffing, ils mettent des CAPTCHA. Donc il faut savoir deux choses. Aujourd'hui, si je prends un reCAPTCHA, le coût de protection d'un reCAPTCHA est 2 fois plus cher que le coût de bypass d'un reCAPTCHA. Donc les services dont je vous parlais tout à l'heure d'anti-CAPTCHA, ça coûte 2 fois moins cher que ce que le site paye pour se protéger des bots. Voilà, et ça marche plutôt pas mal. Et ça veut dire qu'il y a des bots qui interceptent forward à des fermes de CAPTCHA où des gens cliquent et ça coûte moins cher. Ouais. D'accord, donc c'est pas... C'est pas un business très viable, on va dire, pour un site. Quand tu parles de credential stuffing, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Tout à fait, donc vous avez vu sur ces dernières années, en fait, on a eu beaucoup de bases de mots de passe, on va dire de login mots de passe qui ont été fuités sur le dark web. Et c'est tout simplement des gens qui prennent ces bases de clés valeurs et qui les testent sur tout un ensemble de sites. Donc si vous avez eu le mauvais goût d'utiliser le même mot de passe sur votre mail sur différents sites, conseil, changez-le, surtout s'il a leaké sur un des sites que je montrais tout à l'heure. Je vous invite à aller voir celui du début. Celui-ci, avec Bitpond, le deuxième, là, juste à côté du Googlebot. Testez votre mail pour voir s'il a fuité. S'il a fuité et que vous voyez le mot de passe associé, changez-le et surtout ne l'utilisez plus jamais parce que des gens vont l'utiliser pour aller sur la Fnac, sur d'autres sites. C'est même pas des gens, c'est des bots qui le feront. Oui, mais il y a toujours une personne derrière, bien intentionnée évidemment, pour aller voler vos crédits et puis après les revendre potentiellement ailleurs. Donc il y a vraiment un business autour de ça, de vente de ces mots de passe qui ont leaké. Donc voilà, il y a des gros leaks, il y a celui de LinkedIn, il y en a d'autres qui ont réalisé beaucoup de mots de passe dans la nature et des gens qui les testent. Donc voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des gens qui prennent une IP, qui font un test par account et qui tapent fort sur les sites web. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que quand les comptes fuient et qu'un client le sait, il a obligation de le rapporter aussi, de prévenir les utilisateurs. Donc pareil, c'est de la bad presse encore une fois pour les sites sur lesquels les comptes ont fuité. Comment on fait ça?
Et là, on va commencer à descendre un peu plus dans les tréfonds de l'infrastructure. Donc nous, on s'installe en fait sur la stack du client. Donc là le schéma est hyper simplifié. On s'est branché sur le reverse proxy, mais on peut se mettre à l'origine, on peut se mettre sur le cache, avant le cache, sur un load balancer, etc. Mais en gros, on installe un petit module qui vient capter la requête HTTP. Donc c'est une empreinte pour nous. Il l'envoie pour analyse à un moteur qu'on appelle ici le real-time layer, qui ressemble un peu à un WAF. En fait, il vient capter cette requête. Et très très rapidement, en fait, il va revenir sur la stack du client pour dire est-ce que c'est un bot ou est-ce que c'est un humain. Est-ce qu'il faut le bloquer ou est-ce qu'il faut le laisser passer jusqu'à l'application. Un WAF, c'est un Web Application Firewall. Voilà, c'est, on va dire, l'état de l'art aujourd'hui de ce qui existe en termes de protection de sites web sur le marché. Voilà, donc c'est vraiment du 1 pour 1. On va dire que ce moteur-là a des grosses œillères et qui regarde les requêtes une par une. Donc il l'épluche, il décide et il bloque. Derrière ça, puisque ça ne suffit pas, on a un moteur de streaming and behavior qui lui va analyser le comportement de l'utilisateur et tout un ensemble de signaux qui sont liés à des fenêtres de temps. Donc le premier le fait requête par requête, le deuxième va analyser le cheminement de l'utilisateur sur la page web. Il va commencer lui à gérer aussi tout ce qui est réputation d'IP, c'est aussi un signal qu'on a. Donc voir si une IP a un comportement normal ou plutôt bot. Et tout un tas d'éléments sur les signaux qu'on collecte côté serveur. On a aussi des signaux client-side qu'on collecte, donc un tag JavaScript qui vient collecter des signaux aussi sur le navigateur. Pour confronter, je prends un exemple, le user agent qui peut être spoofé. On va nous fingerprinter le navigateur de l'autre côté et les croiser pour voir si l'utilisateur a menti ou pas. Voilà. Et tout ça finit dans une base de données qui nous sert en fait à afficher le trafic dans un dashboard qui est le produit SaaS qu'on expose à nos clients, sur lequel ils peuvent voir le trafic qu'on a bloqué, voir les différentes stats, voir les différents signaux qu'on a collectés, mais aussi créer des règles métiers à eux pour bloquer le trafic basé sur leur expérience. Donc un client par exemple chez nous pourrait dire je veux bloquer le trafic qui ne vient pas d'Europe, ce qui peut avoir un gros impact sur le business. Nous on ne le fera pas avec notre solution de ML, lui il peut le faire. Voilà. Donc il peut y aller plus violemment que nous on va dire sur la prise de décision. Et du coup, tu peux nous en parler un peu plus sur les challenges techniques ? Tout à fait, donc si je descends encore d'un cran, donc ce petit module qu'on installe, on le fournit sur tout un tas de stacks du marché. Donc vous devez être au courant qu'il y a beaucoup de stacks existants sur le marché. On a pris le choix historiquement d'aller sur des composants plutôt bas niveau. Donc on a supporté des stacks comme Nginx, HAProxy, des load balancers. Et on est monté en gamme petit à petit. Ça veut dire qu'une fois qu'on supporte un Nginx, par exemple, on supporte tout un ensemble de stacks du marché, on va dire plus ou moins packagés. Et on sait s'intégrer dans tout un tas de partenaires. Un exemple, on a supporté Varnish. L'intégration à Fastly, qui est basée sur Varnish, au final, était relativement simple. Et c'est là qu'on a commencé donc, à travailler sur des intégrations donc, à AWS, sur CloudFront, donc sur différents CDN, donc AWS, Cloudflare et puis Fastly. Donc voilà, c'est le premier step qui a un bon retour d'expérience aussi, de dire on commence par les briques plutôt bas niveau. On investit sur des choses qui vont décupler en fait, notre capacité de présence sur le marché. Et après, on va travailler sur la simplification d'intégration. Donc, par exemple, sur un AWS, aller travailler sur la marketplace pour qu'en un clic, la solution puisse être facilement déployable. On a aussi tout un ensemble de parties client-side, donc les mobiles, donc SDK Android et iOS dans les différents langages qui existent, et JavaScript. Voilà. Très bien. Et du coup, peut-être qu'on peut avancer à la partie de pourquoi AWS pour vous. Ouais, tout à fait. Donc je vais passer un peu là-dessus. Hop, ici. Ah ouais. C'est important aussi sur ce challenge-là. En fait, on a des gros enjeux nous, de performance. Le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure, en fait, l'envoi de signal chez nous et la réponse, c'est un traitement synchrone. C'est-à-dire qu'on est bloquant pour le site du client. C'est-à-dire que si on est lent à prendre la décision, le site du client va être ralenti. Ce qu'on ne veut pas, évidemment. On souhaite avoir une solution de sécurité qui soit le plus transparent possible et qui n'impacte pas l'expérience utilisateur, sinon on ferait des captcha. Du coup, on a chaque requête, le temps garanti d'analyse est de moins de 2 millisecondes. Okay, donc c'est assez rapide. Sur le marché, on peut qualifier ça de temps réel. Le problème chez nous, c'est donc voilà, c'est ce que je dis ici, c'est cet aspect synchrone en fait devient très dimensionnant
au niveau de la latence. C'est-à-dire que le dimensionnant, c'est plus le temps de traitement, ce qui est plutôt petit, mais ça va être cet échange d'envoi de signal et de réponse entre nous et le client. C'est ça qui va conditionner le temps qu'on coûte au client au final. Donc la latence devient très très importante. Pour répondre à ce problème-là, on a choisi de du coup se distribuer massivement dans le monde, donc là où sont nos clients en fait, en mettant des points de présence. Donc aujourd'hui on a 25 points de présence. Et c'est un des premiers enjeux qui nous a poussé à discuter avec des gros acteurs du marché pour être présents de façon opportuniste à plusieurs endroits du monde. Dans ces points de présence, il y en a beaucoup qui sont hébergés chez AWS aujourd'hui, mais pas que. AWS n'est malheureusement pas partout. Du coup, on a, de façon opportuniste, on a travaillé avec d'autres providers, donc d'autres cloud providers et d'autres providers on-prem pour être présents sur ces points-là. Un des enjeux forts aussi, j'ai parlé tout à l'heure par exemple de Fastly, et de Cloudflare, on a ici une sorte de barycentre des points de présence de ces fournisseurs-là. On ne s'est pas mis un pour un en fait, sur ces fournisseurs-là parce qu'ils ont beaucoup trop de points de présence par rapport à nous, mais on a trouvé des localisations qui nous donnent des latences qui sont correctes vis-à-vis de tous leurs points de présence. Parce qu'il y a un travail assez drôle à faire. Et on progresse beaucoup en géographie quand on fait ça. Voilà, juste pour vous donner un exemple de à quoi ressemble une attaque, donc un petit panel Grafana que certains d'entre vous reconnaîtront. Là, c'est sur une région qui est une région AWS pour le coup, USIST 1. Et donc on voit un trafic usuel sur cette région-là est de l'ordre de quelques milliers de requêtes par seconde. Et là, on a un pic d'attaque, en fait, on a des pics d'attaque à 600 000 requêtes secondes en quelques temps. Enfin, en des fois minutes ou secondes. Donc c'est l'annonce d'une limited edition qui sort, les bots arrivent sur le site, et donc ça on l'a fois les N régions du monde, quoi. Là c'est vraiment un zoom sur une des 25 régions. Donc sur des gros sites web, on voit cette attaque qui est en plus mondiale. Voilà. Donc là on a des enjeux de scaler, c'est-à-dire nous on a deux approches ici, soit on overprovisionne, donc sur des ampleurs comme ça on perd de l'argent, s'il y a 2-3 attaques dans le mois comme ça, et qu'on surprovisionne pour les absorber, on a une perte d'argent, c'est difficilement rentable. Ou alors on scale. Et du coup, là, on revient sur des technos plutôt à the edge, et là, on discute avec des gens comme AWS pour avoir une capacité de scaling rapide. Et il faut garder ça en tête, cet aspect de coût. Au début, quand on est dans les early stage, on a tendance à... Des fois, on a une grosse levée, on veut aller vite, et on veut rentrer bien sur le marché. Surtout aujourd'hui, surtout dans le contexte économique actuel, il faut bien garder en tête cet aspect de coût. Dans notre métier, c'est ce que je vous disais, en fait, les gens s'outillent en face et il faut faire attention à ne pas trop brûler de cash pour protéger les attaques. Et on l'a vu sur certaines attaques, des fois des attaques sont très simples et si on déclenche tout le moteur d'analyse derrière, ça peut nous coûter très très cher à nous d'analyser des requêtes pour une attaque très simple. Et alors que l'attaquant, lui, ça lui coûte pas cher. Donc il va nous dérentabiliser s'il fait ça au bout d'un moment. Et ça, on l'a appris aussi dans le temps, donc en mettant en place différents layers d'analyse et en se disant, voilà, plus on va profond dans l'analyse, plus ça nous coûte, mais plus l'attaque est complexe. Et pour des attaques simples, on va couper l'analyse assez vite et du coup avoir une réduction des coûts pour nous. Donc il faut bien penser à ça, bien penser à cette rentabilité. Nous, on price aux milliers de requêtes, millions de requêtes. Bien garder cette dimension, surtout quand on est dans un jeu de chat et la souris comme nous, et bien aussi garder en tête d'optimiser les coûts en fonction de votre scaling. Donc bien prévoir ça. Nous on travaille avec AWS au quotidien là-dessus pour optimiser nos coûts, pour voir comment on utilise les différentes technos à disposition, pour optimiser nos coûts day-to-day, pour arriver à avoir quelque chose qui soit intéressant, pour fournir un prix au final au client, qui soit avec une bonne marge pour nous évidemment, et qui soit compétitif par rapport au marché. Voilà. Même si on se classifie en la solution de luxe premium pour protéger des bots, il y a aussi un prix raisonnable à fournir aux clients pour être compétitif sur le marché. Et du coup, pourquoi AWS ? Alors, pourquoi AWS ? Donc, je précise que je ne suis pas payé par AWS aujourd'hui pour faire la présentation. Là, je viens en toute transparence et je ne vais pas grossir le trait. Donc d'abord, sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, la capacité de scaling et de fiabilité, AWS aujourd'hui nous permet de scaler efficacement et c'est pas quelque chose qu'on retrouve facilement, notamment sur les fournisseurs on-prem. Il y a eu une crise mondiale récemment et on a vu des capacités aussi d'approvisionnement chez les fournisseurs on-prem, même pour faire du surprovisioning, ce qu'on n'a pas avec AWS aujourd'hui. Donc cette capacité de scaling, déjà d'avoir la capacité de faire grossir l'entreprise
et d'avoir l'infra qui scale en mesure par rapport à ça, c'est déjà très fort, très intéressant pour nous et pour tout le monde, j'imagine. En plus, nous, on a ces enjeux de capacité de scaling dans le temps. C'est-à-dire vraiment, quand il y a une attaque, il faut qu'on scale vite et qu'on scale efficacement. Si on ne scale pas assez vite, on va laisser passer des requêtes et potentiellement le site va tomber. Et ça, c'est un autre enjeu aussi pour nous, c'est l'enjeu de la fiabilité. Il faut qu'on puisse absorber les pics de charge et évidemment que notre infra ne tombe pas quand on a une attaque mondiale. Donc ces deux aspects, scaling capacity et reliability, c'est vraiment deux enjeux qui nous ont poussé à travailler avec AWS. Par ailleurs, AWS est aussi très très bon en termes de complétion fonctionnelle sur la qualité de service. Donc ça veut dire que pour nous, on a des besoins très tech, je ne vais pas rentrer en détail, mais sur les load balancers, sur tout un tas de composants qu'on utilise pour faire le métier qu'on fait aujourd'hui. Et on a beaucoup de cases à cocher qu'on retrouve aujourd'hui grosso modo que chez AWS. Donc il y a d'excellents composants de très bonne qualité aujourd'hui qui nous ont permis de ne pas le réimplémenter, tout simplement, de ne pas le gérer nous-mêmes. Sur les réseaux on-prem, par exemple, on a toute la partie load balancing qu'on gère nous-mêmes, qui nous coûte cher aussi à administrer, ce qui n'est pas le cas chez AWS. On a les load balancers managés qui le font très bien pour nous. De façon opportuniste, la présence mondiale, les 25 points de présence que je montrais tout à l'heure, encore une fois, AWS en fournit beaucoup, ils ont ouvert des nouvelles régions encore récemment. Donc, le plus on en a, le plus on minimisera la latence de nos clients. Donc ça reste encore une fois opportuniste. Et après, au day-to-day, on est plutôt très, très aligné en termes de business et de tech culture avec AWS. Nous, on a cette volonté de croître fortement et vite, parce qu'on a un marché aujourd'hui qui est la bot detection, qui est assez récent encore. Et il faut qu'on soit bien positionné sur le marché assez vite. Je pense que ça fera écho à quelques-uns d'entre vous. Et du coup, voilà, on retrouve ça chez AWS, en fait, cette capacité de nous accompagner sur cette croissance forte et cette volonté de se challenger, d'aller de l'avant. Pareil sur la culture tech, sur l'architecture, sur le fait d'être assez, je dirais, excité sur les sujets techniques, d'aller vouloir rentrer dans le fond des choses, d'aller chercher la perf, d'aller chercher l'optimisation des coûts. C'est des choses qu'on retrouve au quotidien aussi. Donc on est vraiment très bien alignés en termes de culture, je dirais, globale. Et après, de façon hyper simpliste, c'est un gros acteur du marché. Nous, on fait du B2B. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui sont dans le B2B. Mais en tout cas, mon conseil, ça serait, si vous êtes dans le B2B, vous allez retrouver cet acteur chez vos clients. Travaillez avec cet acteur, tout simplement. Parce qu'on a des clients qui ont de l'infrastructure sur AWS, qui ont des plans de discount chez AWS. C'est très bien pour eux d'avoir un seul billing point chez AWS, de pouvoir nous intégrer via la marketplace, de pouvoir en quelques clics, parce qu'on est validé par AWS, parce qu'on est partenaire AWS, ils sont en confiance et ils vont naturellement sur notre solution. Donc voilà, c'est un gros acteur du marché avec lequel on peut faire du co-sell et qui est de toute façon présent chez vos clients si vous faites du B2B. Donc pour moi, c'est un passage quasi obligatoire. Et du coup, comment tu travailles au quotidien avec nous? Alors, pareil au quotidien, donc on a donc Mario qui nous accompagne sur les solutions techniques. Donc, en fait, les enjeux qu'on a au quotidien, c'est essentiellement des enjeux techniques pour dire voilà, on a cette problématique-là, on a des solutions AWS en face de nous, comment on peut les utiliser de façon intelligente pour qu'on arrive à résoudre notre problème. Donc, on vient vraiment avec des problèmes, on en discute ensemble. Et on trouve ensemble des solutions. Donc soit on vient avec quelque chose qu'on a creusé un peu en amont avec notre équipe, un petit POC qu'on a fait, soit on pose le problème à AWS puis on co-construit la solution. Et après il y a la partie aussi business, comment on peut satisfaire un client commun ou comment on peut optimiser les coûts au quotidien. Sachant que moi c'était ma surprise quand j'ai commencé à optimiser les coûts avec AWS. Me dire finalement on diminue notre billing chez AWS, pourquoi ils nous poussent à réduire notre coût alors que c'est du business en moins pour eux. La solution elle est très simple, c'est comme on a cette culture commune de croissance, ils savent que derrière en baissant nos coûts, la croissance va continuer, donc c'est bon pour eux et pour nous. Et au final notre facturation va augmenter, mais de façon optimisée. Il n'y a pas de secret, mais voilà, vraiment nous on voit, on monitore en fait le coût au million de requêtes. Donc c'est ça qu'on suit, on voit qu'avec AWS, on peut arriver à le réduire. Donc voilà, c'est une aide énorme pour nos challenges FinOps.
Et encore une fois, voilà, la capacité de co-seller, de co-construire des solutions techniques, notamment avec le partenariat qu'on a développé. Très bien, donc pour conclure sur ce que a évoqué Gilles, et pour généraliser un peu, moi au quotidien, quand j'interagis avec les CTO de SaaS dans le B2B, on voit qu'il y a 3 priorités en général. C'est préparer pour passer à l'échelle, pour la croissance. Donc ça veut dire, comme l'a dit Gilles, pouvoir scaler l'infrastructure rapidement, pouvoir délivrer de nouvelles features rapidement. Un point important là-dessus, c'est ne vous laissez pas tenter par le piège de customiser pour un client, même si c'est un gros client, parce que du coup, vous allez vous retrouver à gérer différentes versions de votre produit. Donc faites en sorte que ce soit le même code pour tous les clients, avec éventuellement des feature flags à activer ou désactiver. Mais si vous partez dans la customisation, vous allez vous retrouver à gérer beaucoup de versions et à ralentir. Automatiser le déploiement de votre code, de votre infra. Donc tout ça va préparer à la croissance. Donc, vous aimeriez être dans une situation dans laquelle, si vos équipes commerciales vous disent on va faire un x10, est-ce que vous êtes prêt? Vous pouvez dire oui. Ensuite, comme on l'a évoqué également, optimiser les coûts. Nous, on est là pour vraiment vous aider à optimiser les coûts. Certes, au début, il y a des crédits Activate pour vous laisser démarrer sans dépenser. Mais après, ce qu'on veut faire ensemble, c'est être sûr que vous savez comment faire en sorte que là, il y ait une augmentation des coûts qui soit sous-linéaire par rapport à votre business, pour que, en quelque sorte, vos marges puissent augmenter avec la croissance et du coup que vous soyez rentable. Et ça, on peut le faire de plein de façons différentes. Une des façons, c'est utiliser des approches serverless dans lesquelles vous payez l'utilisation. Donc, il n'y a pas des ressources dédiées à un client qui ne servent à rien. Une autre façon de faire, c'est de mutualiser un maximum les ressources entre différents clients. Du coup, ça, c'est un compromis à chaque fois à avoir avec la sécurité. Et donc, c'est le point d'après, c'est certes, on peut isoler et mutualiser dans certains cas les ressources qu'on dédie à nos clients pour être sûr de ne pas surconsommer. Et donc dans la partie sécurité, on vous aide également à gérer toute cette partie isolation avec nos services comme IAM qui gère les accès différenciés, avec plein de services de sécurité que vous ne pourriez pas vous permettre de développer vous-même et que nous, on fait à l'échelle et du coup on peut vous proposer pour vraiment pas cher. Donc au global, c'est ça les 3 points importants à avoir en tête pour pouvoir faire grossir votre SaaS. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on est là pour répondre à vos questions autour d'un cocktail. Et on vous prie de bien vouloir nous donner votre avis avec ce QR code, parce qu'on est là pour vous et on veut bien s'améliorer sur ce genre d'intervention. Donc, merci pour être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette dernière session à mener avec brio. On vous